Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur La gloire de mon père. Je vous l'avais proposé à la fin de mon analyse du Heimat film. Eh bien je vais m'occuper de ce diptyque en commençant par le premier film, La gloire de mon père, sorti en 1990 de Yves Robert d'après le roman éponyme du cycle des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, paru en 1957, une sorte d'autobiographie romancée. C'est un film avec Philippe Cobert, Nathalie Roussel et Julien Siamaka. C'est un film qui dure 1h45 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien, on relate la naissance de l'auteur, ses premières années à l'école, ses vacances en famille, au village, je crois, de Treuil ou de la Treuil en été 1904 et les exploits de son père durant une partie de chasse dans les collines du massif du Garlaban. Bon, je le prononce mal, mais c'est que je suis jamais allé là-bas, mais ça donne envie en tout cas. Ça donne envie parce que les décors sont vraiment magnifiques. Je ne connais pas du tout le travail de Marcel Pagnol. Je crois que je n'ai vu aucun de ses films. Je sais que voilà que c'est un écrivain, que c'est un cinéaste, mais en fait pas plus. Et j'ai été surpris de l'absorption du film. Il est très très bon, je l'ai beaucoup aimé. Il m'a rappelé aussi assez facilement mes propres souvenirs d'enfance passés en Corrèze dans une ferme, donc forcément ça fonctionne bien. J'ai été vraiment très très touché et je trouvais le film je pense que je reviendrai sur cette notion, mais je vais peut-être même commencer par là. J'ai trouvé ce film gentil. Alors comment on peut expliquer qu'un film est gentil? Eh bien c'est un film dans lequel il y a une bienveillance envers son spectateur. J'entends par une bienveillance aucune violence qui est faite au spectateur. Nous avons des incidents, des scènes de conflit, mais qui vont être résolus avec une sorte d'innocence et de naïveté, au point que le film n'est vraiment pas du tout, brusque avec son spectateur, surtout spectateur enfant. Ce film est complètement adapté aux enfants. Vous pouvez mettre votre tout petit enfant devant le film, il pourra vraiment savourer le film. Il n'y a pas de scènes qui peuvent créer une angoisse, puisque chaque élément conflictuel va être résolu comme si c'est un enfant qui résolvait le conflit. Ce qui donne au film une saveur de fable, tellement les choses ont l'air de se dérouler et de se résoudre facilement. On dirait à juste titre que le récit est narré par un enfant. Là, c'est une vieille personne qui se souvient, mais des récits, mais éventuellement des souvenirs déformés. Par exemple, à un moment, ils tirent sur une toilette avec les fusils pour tester leur arme et on a la paysanne qui n'est absolument pas blessée, qui sort des WC un petit peu secouée. Ce genre de gag, ce genre de situation compliquée, et bien sûr les relations avec les parents, les choses qu'on pourrait penser pleines de tension, et bien sûr l'enfant qui est peut-être humilié en classe ou des choses comme ça, et non, on évite tous ces moments gênants. Il y a même à la fin un conflit qui est intéressant. L'enfant voulait partir dans la campagne et laisser ses parents qui vont revenir en ville parce que les vacances sont terminées, et il avait écrit un message pour ses parents, disant que oui, je veux vivre comme un ermite et tout ça. Et quand il revient, parce que finalement il s'est décidé à revenir à la maison, eh bien le père, il lui sous-entend au détour d'une phrase que il a fait des fautes sur le mot ermite. Et bien sûr, l'enfant, il a compris que le père, il a probablement vu le message. On souligne le fait que le père est au courant de ce qui s'est passé sans que ça devienne pesant pour l'enfant, mais aussi et surtout pour le spectateur. Il y a plein d'éléments conflictuels qui sont résolus d'une façon très douce. Voilà. Le récit est dépourvu de cynisme et de conflits importants. On a une impression de récréation, car à chaque moment compliqué à gérer pour un enfant est très vite résolu de la meilleure des façons que pourrait penser un enfant. Tout cela est traité avec légèreté
Et du coup, on passe des vacances avec ce film, très agréable, on y passe toujours de bons moments. Mais curieusement, je vous parle de vacances comme si c'était un lieu, alors que c'est plutôt une période. Mais ici, dans le cas de notre film, c'est bien un lieu précis, avec des décors incroyables. C'est des décors que je n'ai jamais vus de mes yeux, mais au vu de ce qui est filmé, c'est impressionnant. C'est même très très étrange qu'on n'ait pas plus de films tournés là-bas, parce que c'est vraiment... C'est des décors de cinéma, quoi. On pourrait faire des westerns là-bas. Franchement, je sais pas si ça a beaucoup changé aujourd'hui par rapport à la fin des années 80, quand ils ont tourné ces deux films, mais c'est sacrément beau. C'est cinématographique, voilà, et nous on a la chance en France d'avoir des paysages vraiment magnifiques. En cela, pourquoi je fais cette vidéo à la suite de l'exposé sur le Heimat Film, c'est que ce film-là, il m'évoque le Heimat Film. Alors bien sûr, il n'y a pas un contexte politique derrière, mais il m'évoque ce film de terroir et également ce film d'insouciance, de relations de famille dans un environnement de campagne. Et ça, c'est vraiment un acteur fort du Heimat Film. Et ici, nous retrouvons un peu cette fibre-là. Alors, je ne dis pas qu'il y a une filiation, on n'est pas du tout dans cette optique, mais ça m'évoque le Heimat Film. Et donc, du coup, encore plus apprécier le film. Ici, l'amour de la Provence, comprendre la nature avec un personnage qui intervient plus loin dans le récit. C'est un souvenir d'enfance avec une voix off qui vient nous raconter ce qui se passe. L'impression qu'il a des événements rétrospectivement. La nostalgie d'un temps où des distances étaient à parcourir, on nous le fait bien sentir qu'il y a un énorme voyage jusqu'à la maison de campagne et où les gens se rencontraient plus facilement. On a la tante et l'oncle Jules qui se rencontrent dans le parc et qui viennent à chaque fois dans le parc pour se rencontrer. On est vraiment dans une situation, dans une période où les relations étaient tout autres que maintenant. Les souvenirs sont embellis bien sûr par le temps et l'imagination. Les souvenirs sont fictionnalisés et ses parents sont devenus des personnages de romans. Un récit aussi où les joies simples sont aussi banales que d'ouvrir des fenêtres pour contempler le paysage magnifique de Provence. Le titre, lui, évoque un grand et haut fait. Je dois bien vous dire que je n'avais jamais vu le film avant cet été, je veux dire, hein, et la gloire de mon père, ça m'évoque un truc glorieux, justement, grandiose. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Et en plus, au début, on se dit qu'il y a peut-être une entourloupe, puisqu'on a très tôt dans le récit l'enfant, donc Marcel, qui arrive à lire un âge plutôt avancé, et ça pourrait faire justement la gloire de son père, que tout d'un coup son fils puisse lire aussi tôt, mais en fait c'est pas du tout ça. Il a une fascination pour le père parce qu'il est professeur et qu'il sait tout, et on propose des pistes sur la signification de ce titre à travers le récit, la gloire de mon père, parce qu'il sait tout. Et on se rend compte qu'à la chasse, eh bien, c'est pas tout à fait ça. Donc le fils, il commence à avoir un peu la désillusion du savoir-faire de son père. Et le film va nous montrer à la fin qu'il va accomplir un haut fait, en quelque sorte. Je vous dis pas lequel, je vais peut-être pas rentrer dans certains détails parce que c'est très savoureux le film et je veux pas vous présenter toutes les situations, bien entendu. Le père va faire un haut fait en campagne qui va justement être un peu ce moment de gloire en Provence, et dont justement la gloire de mon père à la fin du film. C'est d'ailleurs, je crois, sur ces derniers mots que se clôture le film. De mémoire, je crois que c'est ça. C'est à la hauteur finalement du récit. Le haut fait du père dans le récit, c'est à la hauteur de cette insouciance et de cette simplicité de récit. Ce sont des petits épisodes de souvenirs. Au début du film, c'est un peu fragmenté. Et puis après, ça va devenir vraiment un journal intime de ses vacances. Le casting est super bien choisi. C'est un petit peu théâtral par moments, mais j'aime beaucoup les façons dont ils ont de parler avec un accent un petit peu chantonnant. L'oncle Jules, alors lui, je crois que c'est le mec que je préfère dans le film. Il est incroyable, ce mec. Il a une façon de parler qui est délicieuse à écouter. Nous avons aussi le portrait des parents de Marcel, vraiment montré comme aimants, dédiés à leur fille de famille, avec des détails sur comment fonctionne la famille. Ça ne s'arrête pas
justement à quelques éléments, on va dire, ciblés, mais on a aussi un peu des moments de famille, comment on vit dans la famille en 1900. On a des relations, bien entendu, plus travaillées sur le père et le fils, Joseph et Marcel, une relation chaleureuse. Il met son père sur un piédestal pour être déçu de l'image qu'il s'était fait de lui, et les vacances vont lui apprendre la déception. Au début du film, de cette partie où on a l'après-vacances et finalement ses premières années, il y a la déception de se rendre compte que les adultes peuvent aussi mentir, mais après il y a la déception de se rendre compte que les adultes ne sont pas tout puissants et qu'un père peut aussi être pas aussi compétent que l'enfant puisse le penser. Et sa mission, c'est de redorer le blason de son père. Donc il va le suivre à la chasse, c'est assez amusant. Le père éduque son fils vers une attitude, en tout cas progressiste. La science est aussi ouverte plutôt que traditionnelle ou religieuse. Et l'oncle Jules, lui, eh bien, il est plutôt pratiquant. Il montre qu'on peut être quelqu'un de pratiquant, de traditionnel et de religieux, tout en étant un homme fort sympathique. Et cet oncle Jules, il est formidable. Déjà, il a un physique un petit peu des années 1900, je trouve. Enfin, moi, en fait, je dis ça un peu gratuitement, mais je pense beaucoup au mec dans Emile Jennings dans Le Dernier des Hommes. Bon, c'est un film de 24, mais je crois que vous me voyez venir. L'homme gros, jovial, hein, le physique de boucher, vous voyez. Un physique qui est d'ailleurs à rapprocher de celui du père pour évoquer le duo mythique de Laurel et Hardy. Quand ils sont en train de chasser, on a vraiment l'impression d'avoir Laurel et Hardy. Le Jules, il est incroyable. C'est un homme donc qui est pratiquant. Contre, bien sûr, Joseph, qui lui n'est pas du tout pratiquant, qui trouve que tout ça, c'est des balivernes. Hein, Dieu, oh là là. Alors, il se moque un petit peu de l'oncle Jules au repas. Il lui dit désolé, pas d'alcool, ma religion me l'interdit. Et bien sûr l'autre il va pas prendre la mouche parce que nous sommes encore une fois dans une dynamique douce de récit et de conflit. Donc il se penche vers lui avec le vin et il lui dit mais laissez-moi vous convertir. Et c'est génial parce qu'après Joseph il se laisse convaincre, voilà, il se laisse même persuader par les sentiments et il dit juste un doigt. C'est excellent, la répartie un peu théâtrale est vraiment délicieuse à suivre. Il y a, maintenant que j'y pense, très peu de scènes où on a juste les adultes. Les enfants sont toujours dans les parages, ils regardent souvent les scènes où il y a les adultes, où ils sont justement à table également. Ils sont assez présents, donc le film est très tourné sur le ressenti des enfants. Recréer l'enfance innocente de Pagnol, où on épouse le ressenti de Marcel. Au-delà de simplement un récit ponctué et encadré par une voix off d'un enfant devenu adulte, on a quand même la présence de l'enfant même dans la plupart des scènes. Et si ce n'est pas lui, eh bien c'est un autre enfant, son frère Paul, à Marcel. Il n'y a pas d'antagoniste du tout, plus des situations qui après provoquent une difficulté de grandir, le grand thème de l'enfance, grandir, être un peu plus vaillant, être un petit peu plus renseigné, parce qu'il s'agit d'avoir des connaissances avec ce film, parce que nous sommes quand même dans une famille où il y a un professeur, et nous sommes aussi dans un lieu qu'il ne connaît pas, donc il va apprendre des choses sur ce lieu avec son amie Lily qu'il rencontre un peu plus tard dans le récit, quand il est un petit peu perdu justement dans la campagne, parce qu'il voulait aider son père et à un moment il le perd de vue. On se dit oh là là c'est fini. Alors il y a un petit drame où il est un peu perdu et tout ça, et tout d'un coup il rencontre Lily qui est un, on va dire, j'allais dire un braconnier, mais franchement on se pose la question. C'est un garçon qui semble vivre un peu tout seul à la campagne, extrêmement débrouillard, qui va lui apprendre plein de choses sur son environnement, jusqu'à même lui montrer une source d'eau. À ce que j'ai cru comprendre, c'était pas très clair, mais je crois que c'était bien ça, une source d'eau. Et du coup, eh bien, ça devient son meilleur ami. C'est une belle accroche et ça permet de dynamiser un peu la relation de Marcel avec tout ce nouvel environnement de campagne, puisque mis à part être avec son frère ou son père, il n'y a pas grand
chose. Donc là, ça lui permet de proposer une nouvelle piste, on va dire, de relations entre personnages. Et ça permet aussi d'avoir un casté un peu autre chose que des adultes, parce que finalement, il y a pas beaucoup d'enfants mis en avant, il y a quelques enfants à l'école, et après ça s'arrête là. Donc là, le Lily, ça permet de proposer vraiment quelque chose de très très bien pour les relations de personnages avec Marcel. Et bien sûr, la fin, on lui donne le costume d'écolier, enfin l'espèce de costume de marin là, enfin c'est un espèce de costume du dimanche là, à Lily, qui lui est d'habitude dans un habit un peu sale, un petit peu déchiré, parce qu'il passe son temps à l'extérieur, et il a un habit tout propre et qu'il lui donne avant de partir, et lui bien sûr ça le touche, et c'est une marque d'amitié très forte. Donc c'est voilà, ce genre de choses, moi je suis assez sensible à ça, ça fonctionne très très bien, même si je trouve que l'accent de l'enfant est assez poussé, du coup ça a tendance à me faire un petit peu sortir de la scène, mais après c'est juste une habitude, parce que j'ai pas l'habitude d'entendre ce genre d'accent, c'est tout simplement ça. La mise en scène, elle, eh bien, elle est très très claire. Elle a pris du temps, puisque Yves Robert voulait adapter, dès les années 60 quand même, hein, les récits de Pagnol, mais c'est-à-dire quand il était vivant encore, hein, il aurait pu travailler au scénario avec lui, mais ça a pris des années avant qu'il puisse faire les films, et ils sortent qu'en 1990. Le tournage des 2 films s'est fait simultanément, pour une sortie en fin août en France du premier film et en fin octobre du second. C'est un film qui est très calme, même s'il y a des détonations de fusil lors de la scène de chasse, mais je veux dire par là que c'est une atmosphère tendre, avec une réalisation invisible mais efficace, avec des panoramiques, des mouvements de grue, des mouvements très simples et signifiants. On apprend le cinéma avec ce film, les bases, le classique, l'idée de classique au cinéma, de classicisme, on pourrait dire un peu rapidement, pour la mise en scène, eh bien vous pouvez tout retrouver avec ce film-là. Donc c'est une très belle école d'un langage de base du cinéma, tout en proposant des fois des choses un petit peu audacieuses. J'entends par là les choses simples du cinéma, le passage où le père se rend compte que Marcel sait lire à l'école. Il y a de très bonnes compositions dans la profondeur de champ qui montrent toute la situation et l'enjeu de cette situation, et des gros plans pour appuyer les émotions et pour appuyer les regards, bien entendu, puisque c'est un film de regard. On regarde le décor, on regarde ses parents, on regarde son père faire quelque chose et on agit en conséquence. Donc le gros plan est assez important, et des choses ambitieuses, audacieuses, ce sont des raccords elliptiques temporels. J'en vois 2 particulièrement dans le film qui m'ont marqué. Le premier, c'est quand on a la tante Rose qui va rencontrer l'oncle Jules. Alors la tante, voilà, elle n'est pas encore mariée, c'est un peu mal vu, donc voilà, c'est comme ça. Et elle se balade dans le parc pour amener un petit peu Marcel à s'agiter, et il y a un homme comme ça, un mec un petit peu gros à côté qui lit le journal, et bien sûr qui va être intéressé par la tante Rose, et ils vont commencer à parler ensemble et tout ça, et bien sûr c'est l'oncle Jules. La tante Rose, elle a très envie de retrouver cet homme au parc. Elle est en train de lui parler, et à un moment elle baisse un petit peu la tête et on montre le beau chapeau qui est un petit peu incliné, et nous allons reprendre après ce chapeau incliné un petit peu de la même façon, mais sauf que c'est un autre chapeau, parce qu'il y a une espèce de floraison sur le chapeau qui change, et on a cet autre chapeau légèrement incliné comme le plan précédent, en mouvement, parce que c'est bien sûr la tante Rose qui se dépêche dans le parc de retrouver le banc sur lequel elle a rencontré l'oncle Jules. Donc là on a un raccord elliptique pour montrer la première situation de rencontre entre l'oncle Jules et tante Rose, et justement l'empressement de tante Rose lors de la prochaine rencontre. Donc voilà, on a un rapport avec ce changement de chapeau, avec finalement la même valeur de cadre, la même composition. Ça, c'est plutôt sympa à voir, et c'est parlant. Et nous avons un autre plan qui est aussi une sorte d'ellipse temporelle, mais plus ambitieuse. C'est un plan sur Marcel qui est en train de se forcer à ne pas dormir la nuit. Donc on a un plan très, très sombre, avec un jeu de lumière plutôt bleu, où nous avons Marcel qui essaie de pas s'endormir, et bien sûr il s'endort, et la caméra avance vers lui, et il s'endort,
Et on a bien sûr une ambiance sonore de nuit. Et après, quelque temps, la caméra continue à tourner, c'est toujours le même plan. La lumière change, elle devient plus jaune, plus éclairée, plus blanche. C'est la journée, c'est le matin qui commence à arriver. Et les sons diffèrent, on a des chants d'oiseaux par exemple. Donc là, en un seul plan, on est passé de la nuit au jour avec un changement de lumière, une bascule lumière pourrait-on presque dire, et donc on a fait passer des heures de nuit immédiatement en un seul plan et l'illusion est la plus totale. Et ça veut dire aussi ce que ça veut dire, c'est qu'il n'a pas pu rester éveillé la nuit, il s'est endormi et le jour bien sûr, voilà, c'est un peu compliqué par rapport à ce qu'il voulait faire. Je vous dis pas ce qu'il voulait faire, justement il y a tout un arc qui est intéressant et je voudrais pas vous le gâcher, mais voilà. Ça, c'est un élément de réalisation qui est intéressant dans un film qui est tellement classique que ce genre de choses, d'éléments, on va dire de mise en scène va vous frapper et peut-être ça vous fera plaisir. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va vous sortir du film nécessairement. C'est un film qui a beaucoup de charme, la beauté des collines font l'enchantement du petit Marcel et l'enchantement du spectateur, allié à une musique de Vladimir Cosma. Alors, j'ai vu la filmographie du mec, c'est un truc de fou. L'aile ou la cuisse, Rabbi Jacob, le bal d'Hector Scola. Alors là, si vous n'avez pas vu le bal, il faut aller regarder ce truc-là, c'est vraiment un super film, le bal. Et beaucoup de films français connus. Je ne vais pas tous vous les nommer, mais il y avait une belle liste. La musique, elle est enivrante, elle invite à l'aventure. La rencontre entre la tante Rose et l'oncle Jules, il y a une musique où ils sont en train de danser sous la pluie, c'est génial, vraiment, c'est une très belle musique. C'est plein de bons sentiments, ça fait beaucoup de bien quand on a des films, comment dire... des films populaires aujourd'hui qui sont violents, blindés d'action, très chargés émotionnellement. C'est très épuisant de voir certains films aujourd'hui. Vous voyez des machins là. J'ai vu cet été Mommy. C'est chargé d'émotions, mais presque à en vomir ce film. J'ai eu beaucoup de mal à regarder Mommy. Hein. C'est pas agréable. Je l'ai regardé uniquement pour le patrimoine. Pour me dire, c'est bon, je l'ai vu, je vois de quoi ça parle, je vois comment c'est fait, je vois l'idée, mais j'ai pas du tout envie de revoir ce truc. Hein. Si je le revois, c'est uniquement dans un cadre d'analyse ou de chronique. Hein. Je regarderai plus jamais ce film. Hein. Mais par contre, La gloire de mon père, je dis pas non. Le film d'été qui échappe un peu à tout le reste. Bien sûr, rétrospectivement, ce film date des années 90, hein, mais vraiment, j'étais... très surpris d'autant et ouais, voilà, j'étais surpris d'aimer le film à ce point-là, avec une musique, vraiment la musique, elle est enchanteresse. J'étais enchanté de ce film, un film sur les plaisirs simples de la vie de famille. C'est un film pour lequel je vous recommanderais chaudement de voir les deux. Je lui mettrai pour l'insouciance. Et aussi le fait que c'est un film français avec un peu d'humour, qui est agréable, qui n'est pas lourd, qui n'est pas là pour faire rire à gorge déployée, mais pour savourer ça avec un grand sourire. Voilà, c'est un film qui fait faire des grands sourires, mais qui ne fait pas forcément rire à gorge déployée. Donc ça, je crois que c'est la grande nuance. Et aujourd'hui, on a peut-être un peu de mal à faire des films qui font sourire. On veut faire rire, et des fois c'est un peu ridicule. Bien, écoutez, je vais lui mettre 17 sur 20, parce que c'est vraiment un film qui m'a fait du bien. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, elle n'est pas très longue, tant mieux. J'espère que vous le verrez ce film, si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes allé, par exemple, dans ces endroits que narre le film? Alors moi, ça m'intéresse vraiment parce que c'est vraiment beau et je voudrais savoir aujourd'hui si ça a encore énormément de charme. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire péter vos souvenirs d'enfance, vos souvenirs d'été avec ce film dans les commentaires et écoutez, je lirai ça avec beaucoup de plaisir. J'espère que voilà, vous passez un bon été. Vous aurez bientôt une critique peut-être aussi courte, voire même encore plus courte, du château de ma mère. Et après on enchaînera sur autre chose. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo.
Je vous remercie du soutien que vous m'apportez. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon été. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!